Bonjour tout le monde, bienvenue en ce mardi 20 décembre sur la notif des sportifs midi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un énorme show, on a des gros invités aujourd'hui. On a Andy qui va venir nous parler dans le coin des rumeurs qui va être plus tard dans l'émission. Et on a Guillaume Dalpé qui va venir nous parler de la LHJMQ. Il y a eu de grosses transactions durant la fin de semaine. Il va venir nous faire un compte-rendu de tous les échanges qu'il y a eu pour l'instant. Ça va être le fun. Restez là, vous ne voulez pas rater ça. C'est évident. Du côté du site alacoupe.ca, il y a des articles qui sortent presque à tous les jours. Il y en a qui ont retenu mon attention, dont l'article de Gabriel Saint-Pierre qui parle de Gilles Courteau, qui a tiré sa révérence. Ça l'a fait un coup, ça a fait une bombe dans la LHJMQ. Gilles Courteau qui tire sa révérence après 36 ans de travail en tant que commissaire de la LHJMQ. Bien mérité. Allez lire l'article de Gabriel. C'est très, très, très intéressant sur Gilles Courteau. Aussi, l'article de Phil Sands qui parle de Wade Ridden, ancien joueur des Sénateurs d'Ottawa qui va faire partie de l'anneau d'honneur des Sénateurs. Bravo à Wade Ridden, qui était un bon joueur pour l'équipe ontarienne. C'est un honneur mérité, selon moi. Du côté du podcast À la Coupe, la suite Brock Besser continue. Yves Lantier et ses collaborateurs en ont parlé. Allez voir ça, c'est quelque chose qui retient beaucoup notre attention à Montréal, surtout avec les rumeurs qu'ils ont eues. J'en avais parlé un peu la semaine passée. Yves est allé de son grain de sel jeudi. Allez voir ça. La saga Brock Besser va durer pendant un bon bout et les spéculations vont en suivre énormément. Et entre autres, j'en ai glissé un mot, le coin des rumeurs. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site de alacoupe.ca en solo. Et vous n'avez pas seulement à regarder le show au complet. Vous pouvez le faire aussi, regarder le show au complet. Ne vous en faites pas, vous pouvez le faire aussi. Dans le coin des rumeurs, il est rendu aussi une chronique vidéo sur le site alacoupe.ca. Donc, s'il y a seulement les rumeurs que vous intéressez dans la Ligue nationale, allez-y. Mais regardez le show aussi parce qu'il y a des liens à faire pendant le show. Du côté des manchettes, Andrew Hammond a dit hier, si je ne me trompe pas, qu'il tire sa révérence dans la Ligue nationale de hockey après 67 matchs. L'homme âgé de 34 ans s'est fait reconnaître nul autre par le Hamburglar avec sa suite de victoires incroyables à sa première année dans la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa. Bonne carrière du côté du Hamburglar. Il y a eu des transactions aussi hier dans la Ligue nationale de hockey. Dennis Malgin prend le chemin de l'Avalanche du Colorado en retour de Drayden Hunt, qui lui prend le chemin de Toronto. C'est un échange grit pour talent. Du côté des Maple Leafs, on a mis la main sur Drayden Hunt, qui est un excellent joueur de grit, qui est intense, qui joue avec du cœur. Tandis du Colorado, on va chercher Dennis Malgin, un joueur un petit peu plus talentueux. Oui, il y a de l'intensité, mais il n'est pas reconnu pour ça. Il est plus reconnu pour le talent qu'il peut emmener sur un troisième trio. Ben échange pour les deux équipes. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il y a un échange un petit peu plus mineur qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey. Michael Del Zotto prend le chemin des Ducks d'Anaheim dans un échange à 3 équipes. Les Red Wings mettent la main sur le joueur de centre des Ducks, Danny O'Regan. Et les Panthers mettent la main sur l'allié des Wings, Giovanni Smith. Il y a eu une prolongation de contrat aussi. Stuart Skinner, qui signe un contrat de 3 ans à 7,8 millions de dollars au total, donc environ 2,6 millions de dollars par année. Stuart Skinner qui connaît une bonne saison du côté des Oilers d'Edmonton. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé leur gardien numéro 1? C'est à suivre durant la saison et pendant les saisons à venir du côté de Skinner et des Oilers. J'ai bien hâte de voir où est-ce que cela va donner. Et finalement, avant d'aller dans la LHJMQ, Piquet Souban sera honoré au Centre Bell le 12 janvier contre les Prédateurs de Nashville. On se souvient que l'ancien numéro 76 a passé une bonne partie de sa carrière, et selon moi, les meilleures années de sa carrière du côté de la Sainte-Flanelle. J'ai bien hâte de voir l'hommage qui sera réservé à Piquet Souban. Selon moi, ce sera un hommage touchant. Quelques partisans vont pleurer, ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai bien hâte de voir à quoi cela va ressembler. C'est un rendez-vous le 12 janvier du côté des Canadiens. Maintenant, ça a brassé, comme on dit en bon québécois, dans la LHJMQ. Et pour en parler, Guillaume Dalpé vient nous rejoindre. Salut Guillaume! Comment ça va, Loric? Ça va super bien. Ça va super bien. Alors là, ça a brassé dans la LHJMQ hier et durant la fin de semaine. Mais avant ça, est-ce que l'Armada, en échangeant Josh Lawrence, c'est eux qui ont parti le bal?
Écoute, les 20 ans peuvent être échangés n'importe quand dans la saison. Comparé à tous les autres joueurs, c'est une règle spéciale pour les 20 ans. L'Armada a donné le ton aux transactions en échangeant Josh Lawrence, qui avait acheté au gros prix cet été. Halifax ont ajouté un joueur avec énormément de talent, assurément un des joueurs les plus talentueux qui était disponible. Ça a donné le ton aux transactions. Puis, est-ce qu'on s'attend à une paire offensive composée de Josh Lawrence et Jordan Dumais du côté de Halifax? Écoute, je pense que ils vont. Oui, Josh Lawrence pourrait jouer avec Dumais, mais là, pour l'instant, moi, je l'ai plus vu jouer avec Zachary Lheureux. Un duo Josh Lawrence-Lheureux, garder Catafort avec Jordan Dumais puis Marcus Vidicek. Je pense que ça s'enligne un peu plus comme ça, mais assurément qu'ils vont essayer Jordan Dumais avec Josh Lawrence sous le power play ou quelque chose comme ça. C'est garanti. Et dernière question sur les Moussets avant de continuer. Est-ce qu'on s'attend, avec cette transaction-là, est-ce qu'on s'attend à rivaliser les fameux Remparts de Québec qui ont une équipe toute étoile? Ouais, je pense qu'à Halifax, ils visent un peu plus l'année prochaine parce que l'année prochaine, c'est la grosse année de Jordan Dumais qui va avoir 19 ans. Oui, c'est sûr que Zachary Lheureux va quitter, mais on va garder encore les Marcus Vidicek. Mathieu Catafort va être rendu à 18 ans. On va avoir un très, très gros club encore l'année prochaine. Selon moi, Halifax, c'est plus l'année prochaine que cette année. Mais l'objectif, c'est que s'ils sont capables de se rendre au carré d'as cette année ou même en finale cette année, ils donnent énormément d'expérience à leurs jeunes, mais je pense que ça va en prendre un peu plus pour rivaliser avec Québec. Bon, donc on s'attend vraiment à une équipe à suivre du côté des Moussets d'Halifax. Il y a un autre échange qui se voulait parler impliquant les Tigres de Victoriaville qui mettent la main sur Veillette et Yacenza aussi. Écoute, les Tigres de Victoriaville, un peu comme Halifax, c'est une équipe qui vise un peu plus l'année prochaine. Par contre, ils ont été chercher un des meilleurs 20 ans disponibles en William Veillette, un joueur qui a gagné la Coupe du Président. C'était un gros morceau l'an dernier avec les Cataractes. C'était le capitaine des Cataractes cette année. C'est une grosse transaction pour Victo. Par contre, la grosse transaction, selon moi, c'est Francesco Yacenza comme défenseur. Le gars, c'est un 18 ans en ce moment. Ça veut dire que l'an prochain, il va être à son sommet en carrière. Ils ont payé quand même cher un choix de first, un choix de 3, un choix de 5. Est-ce qu'il va avoir un retour l'année prochaine? Exemple, un joueur qui a 19 ans actuellement puis qui va avoir 20 ans l'année prochaine ou quelque chose comme ça, qui va faire le chemin inverse. Je ne serais pas étonné pour récupérer quelques choix. Par contre, ce morceau-là, c'est vraiment un morceau pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Puis tu as parlé du fait que les Tigres visent l'année prochaine. Donc, si je me souviens, c'est William Veillette. En quoi sert l'acquisition d'un gars de 20 ans si on vise l'année prochaine? Ouais, en ce moment, les Tigres, c'est une équipe qui est quand même très, très jeune. C'est la surprise de l'année cette année. Et William Veillette va amener de l'expérience aux jeunes, va aider les jeunes à savoir qu'est-ce que ça prend pour gagner en séries éliminatoires pour que cette année soit une préparation pour l'année prochaine. C'est assurément au classement, quand tu es deuxième au classement général à la mi-saison, assurément que tu vises aussi cette année. Tu ne vises pas uniquement l'année prochaine, mais je pense que la grosse saison va être un peu plus l'année prochaine que cette année. Okay, donc, il y a beaucoup d'équipes à survivre l'année prochaine avec donc les Tigres et les Mousseds, de ce qu'on comprend. Là. Tout à fait, tout à fait. Mais là, quand on parle des équipes de cette année, tu as parlé des Remparts. Ils Oui, ont fait probablement la plus grosse acquisition de toute la période. On dirait qu'on l'a un peu minimisé, cette transaction-là, parce qu'on la sait depuis 6 mois. Et Justin Robida, c'est exact. énorme. Et C'est oui, vraiment la plus grosse transaction qu'on a vue au courant de la fin de semaine, mais on l'a minimisé parce que ça fait tout le monde est au courant depuis tellement longtemps. exact. Et les remparts, déjà, ils ont une équipe, comme on dit en anglais, bien stack, avec l'ajout de Justin Robida. Que- à quoi s'attendre des remparts? Est-ce que c'est coup pour rien à ce point-là? Ouais, assurément, assurément. Du côté de Patrick Roy, je pense que l'an dernier, il visait la Coupe. Il s'est fait surprendre en demi-finale. Je pense qu'il y a eu un coup sur l'orgueil. Ça devait être sa dernière année l'année dernière. Il voulait être l'autre de la Coupe Memorial en plus. Tout a mal été pour les Remparts au final. Ils ont été refusés pour la Coupe Memorial. Ils n'ont pas réussi à se qualifier par la suite. Cette année, Patrick Roy il a dit finalement, je vais revenir une année de plus. Il veut assurément y aller all-in pour la Coupe. C'est certain. Là, ils viennent de faire l'acquisition de Justin Robida, qui est probablement parmi les 10 meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Euh,
mais ils viennent aussi de faire l'acquisition d'un défenseur possiblement de troisième paire en Thomas Darcy. C'est un gars qui peut aider sur le power play, puis au prix qu'ils ont payé un choix de 4e ronde, c'est très, très bien payé. C'est vraiment pas cher pour les Remparts de Québec. Exact, c'est une belle acquisition du côté des Remparts qui solidifie leur équipe aussi. Du côté de Justin Robida, pour les gens qui suivent un petit peu moins la JMQ, on parle quand même de 2 choix de premier tour en 2024 et d'un choix de 3e tour en 2024 aussi. Les Remparts ont sorti le chéquier pour Justin Robida. Tu voulais parler aussi d'un échange controversé, celui-là de Marc-André Godet qui se fait échanger de Chicoutimi pour prendre le chemin de Sherbrooke. Marc-André Godet, c'est assurément un des joueurs les plus qui était à surveiller. On savait qu'il allait changer d'adresse. La question, c'est de voir est-ce qu'il va aller avec les Remparts, est-ce qu'il va aller avec Gatineau, avec Québec. Finalement, il s'est ramassé avec Sherbrooke. Un choix de first, un choix de 2, 2 choix de 4, un choix de 5. Beaucoup, beaucoup de choix. Moi, quand je vois autant de choix, je m'attends à ce qu'il y ait un retour rendu au repêchage à la fin de la saison, que Chicoutimi récupère 1 ou 2 joueurs avec des choix comme ça, assurément des joueurs importants. Est-ce qu'il peut avoir un Ethan Gauthier dans un retour comme ça? Je ne serais même pas étonné en échange de ses services pour récupérer des choix parce que au nombre de choix qu'ils ont passé, ils ont passé pratiquement tous leurs choix de la prochaine année juste pour les 6-7 premières rondes en 2 transactions. Sherbrooke, ils n'auront pas le choix de récupérer des choix. Par contre, l'acquisition de Marc-André Godet et d'Olivier Adam, qui est assurément un des 5 meilleurs gardiens de la Ligue, je pense que ça les place en très bonne position pour faire un long bout de chemin en série. Oui, amplement d'accord avec toi, Sherbrooke. Il va all-in aussi et c'est très compréhensible avec toute l'équipe et le talent qui se trouve à Sherbrooke. Du côté de Gatineau aussi, on y va avec énormément de talent. On fait l'acquisition de Lapena et d'Alexis Gendron aussi. Écoute, tantôt, on parlait des Tigres puis de Halifax qui visent peut-être un peu plus l'année prochaine, mais qui veulent avoir un gros bout de chemin en série. On pouvait s'attendre à ça de la part de Gatineau, étant donné qu'il va encore avoir Tristan Luneau. Tristan Luneau, Noah Warren, Sam Savoie, Antonin Véro, c'est tous des joueurs qui vont être en leur année de 19 ans l'année prochaine. Par contre, tout semble croire que pour des gars comme Manix Landry puis comme Zachary Dean, ils se disent non, on ne veut pas aller à l'année prochaine, on veut gagner cette année. Ils ont payé le gros prix pour Alexis Gendron. Un choix de first, un choix de 3 avec un bon espoir. Assurément, Alexis Gendron, moi, pour avoir parlé avec lui, il vise d'aller jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine. Par contre, pour l'instant, il n'y a rien qui porte à croire qu'il va y arriver. S'il y arrive, je pense que l'Armada touche un choix. Dans le fond, s'il rejoue pour Gatineau l'année prochaine, je pense que l'Armada touche un choix de première supplémentaire à ça. Ça pourrait être vraiment un gros coup. L'arrivée de Francesco Lapena à Gatineau, leur problème, c'était vraiment au niveau du poste de gardien de but. Émeric Despatie était décevant. Il fallait aller chercher un gros goaler numéro 1. Ils ont été avec Francesco Lapena, qui est assurément un des meilleurs gardiens de la Ligue. On l'a vu avec Drummondville être dominant. L'an dernier, il était avec Charlottetown. Ils se sont rendus en finale de la Coupe. Je pense qu'il fallait qu'il aille chercher un goaler et Lapena va être le gardien de la situation. Oui, et il y a 2 autres transactions qu'on voulait parler, celle-là de Xavier Fortin et de Charles-Antoine Dumont. Écoute, cette transaction-là est un peu controversée, étant donné que quand tu échanges 1 pour 1, 2 joueurs de 20 ans qui leur restent seulement 6 mois dans la Ligue, c'est sûr que c'est controversé. Le monde se pose des questions. Pourquoi tu n'améliores pas ton équipe pour le futur, tu n'améliores pas pour gagner la. C'est pas 2 équipes qui vont être prétendants au titre cette année. Cette transaction-là est claire pour moi. Drummondville a un très, très bon groupe de leaders, surtout en arrière du banc puis au niveau de la direction, avec des gars comme Denis Gauthier, avec des gars comme maintenant Steve Hartley est parti, mais ils l'ont remplacé par Bélanger. Ils ont vraiment un gros groupe de leaders. Ils se sont dit, on peut échanger notre capitaine, qui est un bon leader, pour aller chercher un joueur plus talentueux niveau hockey, mais peut-être un peu une éthique de travail un peu plus à discuter au courant des dernières années en Xavier Fortin, qui est vraiment un excellent joueur de hockey. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Charles-Antoine Dumont arrive à Bécomo où il y a un problème de leadership. Il va amener son leadership dans la chambre. Je pense que ça va aider à former les jeunes, les gars comme Vincent Collard, les gars comme Maël Saint-Denis, des jeunes joueurs qui tardent à se développer dû au manque de leadership dans le vestiaire. Et pour l'instant, avant qu'on change de sujet complètement, qu'on enlève même les patins pour changer de sujet, l'équipe qui est à surveiller, avec toutes les transactions qu'il y a eu pour l'instant, à part les rapports qui sont numéro 1 dans le Power Rankings, bien évidemment, quelle équipe serait la plus à surveiller pour les transactions en ce moment? Écoute, je pense que beaucoup de monde parle d'Alexandre Doucet à Val-d'Or, qui est deuxième pointeur de la Ligue actuellement. Val-d'Or va nulle part. Ils viennent d'échanger Robida, justement. Assurément qu'Alexandre Doucet devrait changer d'adresse. Beaucoup parlent de l'envoyer dans son patelin, dans sa ville natale à Sherbrooke. Si Sherbrooke ajoute le deuxième meilleur pointeur de la Ligue derrière Jordan Dumais, ça pourrait être un gros coup. Sinon, Halifax cherche assurément un gardien numéro 1. S'ils veulent se rendre vraiment loin en série, ils n'auront pas le choix de mettre la main sur un goaler. Sinon, tu as Batters qui n'ont pas encore bougé, mais assurément, ils vont bouger. Jacob Melançon, puis Riley Kidney, je pense qu'on attend de voir qu'est-ce qui se passe dans son cas pour voir où est-ce qu'il va se ramasser, parce que Batters ne peut pas se permettre de les garder. Ils doivent passer au futur. Fait que quand il reste un Riley Kidney sur la liste des joueurs à surveiller où ils vont finir, on peut pas se fermer les yeux puis se dire toutes les cartes sont jouées. Il reste des cartes à jouer, c'est certain. Ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Bon, merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique LHJMQ. Maintenant, enlevons nos patins, mettons nos souliers de soccer. On va parler un peu de la Coupe du Monde, bien évidemment. Toi qui as suivi ça avec beaucoup d'entrain, quelle belle Coupe du Monde on a eue. Quelles sont tes impressions, quand même à chaud, on pourrait dire, de cette Coupe du Monde qu'on a eu droit? Écoute, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de soccer, mais à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou un Euro, on suit ça avec beaucoup d'enthousiasme. Ben oui. Malheureusement, les équipes sur lesquelles j'avais misé ont été particulièrement décevantes, comme la Belgique et tout ça. Mais on a eu justement place à des très belles surprises cette année. Je pense que c'est ça un peu qui écrit l'histoire de cette Coupe du Monde. Oui, moi j'appelle ça la Coupe du Monde des petits pays. C'est là où les petits pays ont vraiment réussi à se faire valoir. On peut penser entre autres au Japon, à la Corée du Sud, le Sénégal et bien sûr l'éléphant dans cette pièce-là, c'est le Maroc. Quelle performance du Maroc à partir de la phase de poule jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour vrai, moi j'y croyais au Maroc en finale. J'y croyais. Écoute, avant que cette Coupe du Monde-là commence, beaucoup de personnes au Québec pensaient que le Canada avait vraiment des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, puis de sortir de son groupe. Par contre, avec le parcours, même la Belgique s'est fait surprendre, la Croatie et le Maroc, c'est deux histoires tellement belles qui ont malheureusement coûté cher au Canada, mais il faut se l'admettre, ces pays-là sont en avance sur dans leur chemin pour éventuellement gagner une coupe. Exactement. Et le Canada met la barre pour 2026 aussi. Tout à fait. C'est une équipe qui est encore très jeune. Ils vont continuer à se développer. Ça donne le goût. Ça va être le fun de le voir avec des heures un peu plus faciles pour nous. Oui, effectivement. Une Coupe du Monde en Amérique du Nord, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Je ne sais même pas si ça a déjà eu lieu, mais je pense que ça va être très intéressant à suivre. Malheureusement, il n'y aura pas de match à Montréal, mais quand même, il va y avoir une effervescence. Exact. Moi, c'est probablement sûr que je vais prendre ma voiture et je vais descendre à Toronto pour aller voir un match de la Coupe du Monde. Et là, je pense que la dernière fois que c'est arrivé en Amérique, c'était au Mexique en 1970, si je ne me trompe pas. Ça fait énormément longtemps qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde en Amérique. Et on a eu droit aussi à la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. On va arriver à Messi par la suite. Mais Cristiano Ronaldo, quelle défaite crève-cœur face au Maroc. Quand on l'a vu sortir en pleurs, je pense que beaucoup de personnes se disaient au salaire qu'il gagne, je ne comprends pas pourquoi il pleure. Oui, mais c'est sa dernière chance de mettre la main sur le trophée, probablement le plus prestigieux du soccer. Et là, il vient de rater sa chance. Je pense que je le comprends d'être la déception
assurément, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Il lui manquait ce trophée-là pour devenir vraiment le GOAT, si on veut. Exact. C'est dommage pour Ronaldo. Mais maintenant, parlons de GOAT, allons à Messi. Messi qui a pris ce titre avec sa victoire en finale, mais quel match on a eu droit. Oh, écoute, lui, avec Di Maria et tout ça, là, en première demi, c'était du contrôle tu voyais que ces deux gars-là contrôlaient le jeu totalement. Ils distribuaient le ballon à merveille. Il a vraiment montré que malgré l'âge, personne ne peut dire que ce n'est pas un des meilleurs joueurs de soccer actuellement sur la planète. Exact. Et selon moi, il est même dans la course du ballon d'or avec ses statistiques qu'il y a dans la ligue qui joue avec le PSG. Il a 12 buts, 12 passes décisives. On est peut-être à la moitié de la saison seulement. C'est énorme ce qu'il fait en ce moment. Et du côté français, autant que l'équipe n'était pas présente, mais un joueur l'était, et c'était Kylian Mbappé. Tout à fait. Tout à fait. Kylian Mbappé, c'est un joueur à surveiller. Le gars, il a seulement 23 ans. Il lui reste 2, voire 3 Coupes du Monde encore. J'ai hâte de voir à quel point les records vont exploser dans son cas parce que ça va être quelque chose à surveiller. Et oui, la Coupe du Monde est à suivre. Merci beaucoup, Guillaume, de t'avoir joint à nous ici sur NDS. Yes, ça fait plaisir. À la prochaine. Alors, j'espère que vous avez bien aimé le bloc de Guillaume sur la JMQ. Si vous en voulez plus sur NDS, écrivez en commentaire la LHJMQ avec Guillaume pour être sûr que vous êtes d'accord avec le fait de ramener ça sur le show. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est à voir. Mais maintenant, un bloc que j'ai bien aimé le premier coup. On y va du côté du coin des rumeurs. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour le coin des rumeurs. J'ai avec nous Andy Saucier de la Coupe. Andy, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ben oui. As-tu hâte de parler de rumeurs de transactions? Aujourd'hui, on spécule. Oui, je suis tout fébrile. T'es tout fébrile? Et on commence ça en force, mon cher. Patrick Kane aurait reçu de l'intérêt provenant de Dallas, Toronto, Edmonton, Colorado et les deux équipes de New York, donc les Rangers et les Islanders. Patrick Kane a 22 points en 30 matchs. Selon toi, dans les équipes que j'ai nommées, où pourrait-il arriver? Écoute, j'ai fait une liste, puis en regardant les masses salariales aussi, parce que je pense que Patrick Kane va se faire échanger à 50% du salaire. C'est probablement ça qui va arriver. Moi, je pense vraiment que Colorado, ils ont 6,7 millions sur la masse et Toronto, ils en ont 7. Moi, je pense que c'est là que ça a plus de sens côté masse salariale. Sinon, Dallas, ils ont moins de 1 million. Fait qu'il faudrait qu'ils échangent beaucoup de contrats. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans les dernières années autour de Jamie Benn, qui est à 9,5. Je trouverais ça peut-être un drôle d'échange. Là. Mais écoute, mais à Toronto, ça ferait du talent. Là. Ce serait peut-être trop. Il y aurait peut-être trop de vedettes. Là. Je sais pas, on dirait une équipe de match des étoiles là, à l'attaque, en tout cas. Imagine une première ligne, Matthews, Marner, Kane. Là. Ce serait complètement ridicule, mais ce serait tout un spectacle. Mais je sais pas, peut-être Colorado. Les Islanders, je pense pas, parce que moi, j'ai pas fait de recherche plus poussée que ça, mais Kane doit avoir une affaire de non-mouvement. Je pense pas qu'il voudrait aller aux Islanders sans dire trop de négatif. Ça va pas super bien là-bas et tout ça, mais je sais pas. Je pense qu'il voudrait gagner. Ce serait probablement Dallas, Toronto, Edmonton ou Colorado. Rangers, ils n'ont pas beaucoup de place à masse, mais je pense pas qu'il y a des gars tant que ça qui bougeraient. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là, mais... Ben, écoute, moi, je te suis amplement là-dedans. Tu l'as dit toi-même, Colorado, Toronto, c'est les équipes qui ont le plus de masse en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la liste des blessés qui est en compte en ce moment. C'est pour ça que peut-être les gens comprenaient moins. Mais du côté de Patrick Kane, on a besoin de retenir du salaire du côté de Chicago. C'est si tu veux l'échanger, tu es obligé. Deuxièmement, ça permet d'avoir un plus gros retour aussi, parce que Chicago fait des efforts pour te l'envoyer. Et on a même Joël Couturier qui dit les Devils pourraient acquérir Patrick Kane.
Selon moi, les Devils, ça Ouais. serait une bonne addition, mais pour un an. Tu sais, est-ce que Patrick Kane veut revenir au New Jersey? Ça serait ça la question qu'il faut se Ouais. poser sur les là. Ouais, je sais pas. Peut-être, peut-être, mais je sais pas. Je sais que c'est sûr que les Blackhawks, là, ils vont demander peut-être un peu plus ou au moins la même chose que les Flyers ont reçu pour Giroud. Mhm. C'est-à-dire un espoir, un premier tour puis un choix de troisième ronde. Ah, pour moi, ça, c'est le minimum Ouais, demandé c'est ça, je pour pense que ce serait Patrick le Kane. minimum. Fait que, tu sais, il y aura. Moi, je pense que ce sera pas un troisième tour. Je pense que c'est au moins 2 choix de première ronde avec un espoir. Peut-être même un joueur qui peut jouer maintenant. Mais tu sais, peut-être pas un gars de premier trio, là. Mais tu sais, je pense que ça va être un gros retour pour Patrick Kane. Mais les Devils, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. L'idée est bonne. L'idée est Ouais. bonne. C'est à suivre, mais moi, en tant, mettons, que DG des Devils, ce que je Ouais. ferais, c'est que je voudrais m'assurer que Kane reviendrait minimum pour Mm. l'année prochaine aussi. Probablement, ouais, c'est ça. On envoie des fois là, des sing and trade. Là, Ouais, Fait que, tu sais, je pense que c'est possible. Mais, tu sais, je pense que de ce côté-là, je pense qu'on pourrait peut-être même exclure Toronto parce que je pense que Toronto, ils ont des contrats l'année prochaine. oh mon Euh, Dieu. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça va être intéressant, mais je pense que ça fait depuis l'année passée que le monde savent que Taze et Kane vont probablement partir parce que ça enligne pour une grosse reconstruction du côté de Chicago. Là. Exact. Puis il y a une équipe, selon moi, underdog, comme on dit, à surveiller, les Oilers. Les Oilers. Imagine une première ligne, McDavid, Draisaitl, Patrick Kane. Ça serait complètement fou. Mais c'est ça, tu sais, les Edmonton, ils ont 1,5 million sous le plafond. C'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'il faudrait qu'ils donnent des contrats. J'en regardais un peu, je vois pas de gars qui voudraient peut-être être la. Ben, je veux pas dire la peine d'être sacrifié parce que t'as Patrick Kane. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des rumeurs autour de Puljujärvi qui est à 3 millions. Mhm. Fait que là, ça irait à 4,5 millions sous le plafond, mais même Patrick Kane à 50%, c'est pas assez. À 4,5. Fait que c'est C'est ça. ça. Ça va être un petit casse-tête, je pense. Il y a eu des échanges aussi, qu'il y a des équipes qui ont des échanges à 3 équipes, puis il y a une Oui. équipe qui a le salaire, puis tu sais, ça, il y a Comme David Savard quand il s'est fait échanger au Lightning. c'est ça. Fait que tu sais, là-dessus, il y a peut-être de quoi qui va être possible s'il va à Edmonton, parce que c'est serré. Là. Ouais, c'est serré. Selon moi, ce sera la seule manière d'échanger Patrick Kane. Tu donnes un petit appel aux Coyotes pour savoir s'ils peuvent prendre du salaire, ou peut-être même aux Canadiens, qu'on a quand même un petit peu de place On aussi. peut prendre Patrick Kane aussi. Moi, ça me dérange. On peut, mais est-ce que ça sert à la reconstruction? Non, non, Selon moi, non, mais à la blague, c'est sûr qu'on dirait oui. Là. ah ouais, c'est ça. Et on parlait des Blackhawks, justement, tu en as glissé un mot. Jonathan Toews Ouais. aussi, qui est sur le marché. On parle de 2 équipes pour l'instant. David Pagnotta, pour les 2 sources, les gens qui veulent aller regarder ça en profondeur. Selon David Pagnotta, l'Avalanche serait aussi dans la course Jonathan Toews. Et les Bruins de Boston aussi, les Big Bad Bruins. Ouais. Écoute, les Browns, c'est pas si impossible. Le gars, quand même, je regarderai un peu sur Cap Friendly tantôt. Je sais qu'il y a Charlie Coyle qui est à 5,2 millions. Moi, je trouve ça un peu beaucoup pour ce joueur-là. Pourrait peut-être être dans le deal. Ça ferait une ligne premier et deuxième ligne, Patrice Bergeron puis Jonathan Toews. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, C'est pas effectivement. mauvais. Mais c'est ça, parce que les Bruins, ils ont 1,1 million sous le plafond. Fait que les autres, c'est sûr que c'est du contrat qui doivent partir. Mais Colorado sont à 6,7 millions. À Taves à 50%, ça se fait. Fait Ça se que. fait. Puis, ils ont besoin aussi d'un deuxième centre parce qu'Alex Newhook ne fait pas la job au OK. Colorado. Là. Bon, c'est ça. Donc, avoir un joueur comme Jonathan Toews qui est capable de jouer défensivement, qui amène de l'expérience aussi dans l'équipe, Du leadership incroyable. du leadership incroyable. Bon, à part une fois, mais on n'a pas besoin de la citer. Ouais. Mais c'est Jonathan Toews peut amener quelque chose à l'Avalanche, c'est sûr. C'est sûr, Ben oui, c'est ben oui, ben oui. évident. Les Blackhawks, Taves, il y a quoi? Deux coupes l'année? Trois? Il Deux? y a Deux, je pense. 2, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est de l'expérience que tu emmènes. En plus que Colorado, ils ont gagné la coupe l'année passée. Taves, Exact. ça serait toute une addition. Ça serait toute une addition du côté du Colorado. Et parlant de leadership, il y a un autre capitaine qui est sur le marché aussi. Selon Elliot Friedman, Bo Horvat, ça je l'avais dit la semaine passée, est sur le marché.
Mais on a eu plus d'informations. Les Canucks ne veulent pas donner plus haut à Bo Horvat que le contrat de JT Miller, qui est de 56 millions pour 7 ans, donc 8 millions par année. On ne veut pas aller plus haut du côté des Canucks. Bo Horvat qui a 31 points en 31 matchs, dont 22 buts. Il figure dans le top 10. Hein? En 31 matchs? En 31 matchs. Il figure dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la Ligue nationale de hockey. Bo Horvat est un joueur à suivre là, sur le marché des transactions. Ouais, Bo Horvat, ça m'a un peu surpris. Moi, j'aurais pensé qu'il. Mais je comprends un peu qu'ils ne veulent pas donner plus que JT Miller. Tu sais, JT Miller, c'est un très bon joueur de hockey. Il produit plus offensivement que Bo Horvat. Sauf que Bo Horvat, c'est le capitaine. Des fois, un capitaine, il faut que tu en donnes un peu plus. Si tu l'as nommé capitaine, je pense que c'est pas pour rien. Mais je comprends qu'ils ne veulent pas donner plus que ton joueur le plus productif. Mais c'est ça. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Puis des fois, quand ça ne s'entend pas, ben, le gars a été changé. C'est malheureux pour les Canucks parce que ça fait plusieurs années, je pense, que tout le monde dit que les Canucks, ça va être leur année. Je pense que là, ça s'en vient. Ça fait comme 2-3 ans, moi, que je dis ça. Là, que, bon, ça regarde bien, là, ça s'en vient. Je pense que cette année, ça va être bon. Puis finalement, ça déçoit tout le temps. Il manque quelque chose. C'est que peut-être que le départ de JT Miller, changement de capitaine, peut-être un renouveau à quelque part, ça ferait du bien du côté de Vancouver. Là. Ah, je suis d'accord avec toi. On a besoin d'un renouveau du côté des Canucks. Et Elliot Freeman a continué disant que le seul intouchable du côté des Canucks est Elias Pettersson. Donc, si on comprend bien, Quinn Hughes serait peut-être disponible. Ouais, c'est Quinn Hughes, c'est Bo Horvat, c'est JT Miller aussi. C'est. Thatcher Demko aussi. Ah ouais. Ça, je sais pas. Moi, je pense que je garderais Demko au minimum, là, Pettersson, Demko. Puis Quinn Hughes, là, c'est un excellent défenseur. Je comprends qu'il y a des lacunes défensives. C'est très, très offensif comme joueur, mais je veux dire, c'est un défenseur qui peut te ramener 60 points par saison. Là. C'est beaucoup. Exact. C'est beaucoup. La Quinn Hughes sur le marché des transactions, en plus, il fit dans ton noyau de jeunes avec Elias Pettersson. Je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas intouchable. Non. Brock Besser, il rentre dans les gens qui pourraient être échangeables. Brock Besser, ça fait des années qu'il y a des rumeurs autour de lui. Là. Quasiment à sa première année à Vancouver, il disait qu'elle allait être échangée. Mais Brock Besser, je pense que le plus susceptible à partir, ce serait Brock Besser parce qu'il est beaucoup blessé, mais aussi, c'est ça, il y a tout le temps eu des rumeurs autour de ce joueur-là. Puis surtout qu'il s'intensifie beaucoup cette année. Là. Ouais. Mais Quinn Hughes, je pense qu'il faudrait. Moi, je garderais un gars à chaque position minimum. Ben oui. Pettersson, Quinn Hughes, Thatcher Demko. On ne touche pas à ça. Parce que Quinn Hughes, c'est quoi? C'est un 4e au total, je pense. Puis 4e ou 5e, en tout cas. Et puis c'est un défenseur qui fait 60 points par saison. Là. C'est de l'or en barre. Là. Un défenseur offensif comme ça. Là. Je comprends qu'il va t'en coûter un petit peu parce que ses lacunes défensives sont assez présentes. Mais Quinn Hughes, non, je toucherais pas. Puis si tu étais Patrick Allvin, là on s'amuse, là on jase. Si tu étais Patrick Allvin, DG des Canucks, tu demanderais quoi en retour de Quinn Hughes? En retour de Quinn Hughes? Oui. Ah, c'est fou, là. Honnêtement, ce serait comme un défenseur top 4 minimum. Ouais. Avec tout dépendant du défenseur, mais comme des choix de première ronde, là, au moins un. Au minimum. Ouais, avec un def top 4, un choix de première ronde, peut-être un choix de 2. Puis un espoir quelconque, là, un espoir B peut-être, mais Quinn Hughes, parce que c'est un défenseur qui va te mener l'attaque, qui va te mener ton avantage numérique. Il est vrai. Si ce défenseur-là serait jumelé avec un défenseur vraiment défensif, qu'il n'y aurait aucun problème de se porter à l'attaque, il n'y a pas tant de pression que ça. Ce défenseur-là est vraiment bon. Là. Il est excellent. Je demanderais beaucoup. On voit, mettons, ce que les Coyotes demandent pour Jacob Chychrun. Oui. C'est beaucoup. Je pense que ce serait peut-être ça que je demanderais pour Quinn Hughes et peut-être plus, mais c'est ça. Et peut-être plus. Et ça, c'est si aussi les Coyotes réussissent à mettre la main sur ce qu'ils veulent. Ouais. Ça m'étonnerait. Eux autres qui n'ont pas suivi, les Coyotes demandent 2 choix de premier tour et un espoir en retour de Jacob Chychrun. Moi, ça, j'y crois pas.
Puis tu sais, quand personnellement. tu check Quinn Hughes, mettons qu'on fait la comparaison, Quinn Hughes fait le double de points que Chychrun, là. Ouais, Fait que, non. Quinn Hughes, là, je le garderais. c'est ça. Mais, c'est ça, je demanderais beaucoup. Ça, on demanderait beaucoup. Donc, à suivre du côté des Canucks, on irait du côté d'une potentielle reconstruction, ce que je trouve assez bizarre du côté des Canucks. Mais c'est pas nous les DG. Nous, on ne fait que spéculer. Tu sais, quand on rentre dans une reconstruction, puis que tu échanges tes jeunes, moi j'ai de la misère avec ça. Tu sais, comme Chicago ont fait, Ouais. ils ont échangé comme 3 jeunes. Ils ont échangé Dak, ils ont échangé DeBrincat, ils ont échangé un autre, là, je l'ai oublié. Puis là, ils veulent échanger Kane Tace. Là, il y a une autre rumeur autour de Seth Jones, mais c'est beaucoup de gars qui partent. Là. Ouais, puis du côté de Chicago, là, ça a tout été bizarre, leur manière de faire une reconstruction depuis la nouvelle direction. Ça regardait ça avec, mais eux autres, c'est Bedard all the way. Puis on dirait que les Canucks veulent se lancer là-dedans peut-être aussi. Peut-être. Restons dans l'Ouest. Oui. Selon Michael Russo, le temps de Matt Dumba au Minnesota serait terminé, et ce, même s'il voudrait une réduction de salaire pour y rester. Tu sais, Matt Dumba, en ce moment, le Minnesota, il est 5,4 millions sous la masse salariale, sous le plafond. C'est un bon prix, quand même, pour Matt Dumba. Ben non, mais c'est ce qui reste. Pour, ok, c'est ce qui reste. Ok, excuse-moi, je pensais que tu parlais du contrat. Non, il n'y a pas de problème. Mais, l'année prochaine, ils ont 3 gars que j'ai ciblés qui doivent signer, à mon sens. Le défenseur backup, Philippe Gustafsson. Il y a le défenseur Callan Addison. Puis il y a l'attaquant Matthew Boldy. Moi, je pense que ces 3 gars-là doivent signer. Puis en ce moment, il y a 5,4 sur la masse. J'ai pas regardé comment ils vont avoir, mettons, cet été, avec les contrats qui vont se terminer. Tu sais, il y a Reeves là, qui coûte presque 2 millions, ou c'est pas 2. En tout cas, je pense pas que lui, il va être encore là. Mais c'est ça. Matt Dumba, il va sûrement demander vraiment cher, surtout que les défenseurs de premier plan, les derniers contrats qu'ils ont eu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est comme 7, 8, 9 millions. Fait que non, je pense pas que Dumba reste là. Puis c'est le même débat qu'avec Kevin Fiala. Ils n'ont pas de place. Ils ont pas de place. Exact. Et pure spéculation en ce moment, juste sur notre plaisir. Oui. Est-ce que tu vois une équipe qui pourrait se démarquer des autres pour Matt Dumba? Ben, Ottawa. Ottawa, hein? Oh, gros choix, j'aime bien. Ottawa, leur attaque, c'est en train de pas mal de se former. Les jeunes vont bien, mais la défensive est un peu poreuse, pas très défensive. Fait qu'un Matt Dumba qui est capable qui est un très bon défenseur, à mon sens, pourrait vraiment aider une équipe comme Ottawa. Puis on parle d'un joueur de 28 ans aussi. Là. Il n'est pas tant vieux que ça pour les Sénateurs. Fait que moi, je pense vraiment qu'Ottawa pourrait être une bonne place pour lui. Puis ça serait bien pour Ottawa qui ont un peu de la difficulté défensivement. Moi, je pense vraiment que Dumba, ouais. Puis toi? Les Sénateurs, j'aime ça. Je ne les ai pas vus venir dans le portrait, ceux-là. J'aime bien. J'aime bien. C'est un bon choix. C'est une équipe, toi, qui te viendrait peut-être en tête? Ouais, les Sénateurs, après que tu l'as dit, ça me saute aux yeux. Mais ça ferait vraiment du sens pour moi. Ça serait un excellent fit. À moins que les Canucks changent d'idée et ils gardent tout le monde, les Canucks seraient peut-être un choix aussi. Du côté des Pingouins, on va encore y aller all-in. Fait que peut-être les Pingouins seraient intéressés aussi. Ovechkin a dit qu'il veut garder la course à la Coupe Stanley tant qu'il joue. Fait peut-être les Capitals, mais l'équipe qui fait le plus de sens, ce sont les Sénateurs. À mon sens. Parce que c'est l'équipe qui est plus proche d'être vraiment compétitive et qui a vraiment besoin de défenseurs. On a besoin de défenseurs du côté des Sénateurs. Le seul que je vois, c'est Thomas Chabot. C'est le seul défenseur que je vois du côté des Sénateurs. Pas que les autres sont mauvais, mais ils ont de la misère à suivre le rythme aussi. Et on va aller du côté des Blue Jackets de San. Aaron Portzline dit que si les Blue Jackets sont incapables de prolonger le contrat de Gavrikov avant la date limite des échanges, ils vont le bouger. On parlerait quand même d'un choix tard, un choix de premier tour du côté des Blue Jackets si on échange Gavrikov. Ben, Gavrikov, je le connais pas si bien que ça, mais si je ne me trompe pas, Gavrikov. On l'a eu! Gavrikov, c'est
défenseur qui est vraiment capable de tuer des minutes, qui fait de bonnes mises en échec. C'est un peu, je sais pas si Sam va aimer la comparaison, mais c'est un peu un Romanov qui est vraiment énergique, qui va frapper. Fait que tu sais, moi je pense que c'est ce genre de défenseur-là. Puis un choix de première ronde, late, c'est possible, surtout avec le marché des transactions à date limite, je trouve vraiment qu'il est élevé depuis quelques années. Tu sais, juste comme crime pour Lekonen. Tu sais, Lekonen, c'est un joueur de troisième trio. On l'a eu contre un espoir défenseur qui est quand même assez solide avec un choix de deuxième ronde. Pour Ben Sherrod, les Canadiens ils ont eu un choix de première ronde. Tu sais, le marché est vraiment haut pour les vendeurs. Fait que ce serait pas une mauvaise chose pour Columbus qui ferait avoir un autre choix de première ronde. Mais si je serais eux autres, j'essaierais de le garder, mais je comprends que peut-être Gavrikov demande un peu plus que son salaire qu'il a en ce moment. Je pense qu'il est à 2,8. Ouais, il est dans ces coins-là, puis on le regarde se comparer à Romanov. Si on se souvient de la transaction, Romanov, il valait quand même un choix 13e au total pour en mettre la main sur Kirby Dach. Donc, Gavrikov a de la valeur, c'est certain. Tu sais, du moment que tu as un choix de premier tour, selon moi, tu as de bonne valeur, c'est évident. Mais du côté de Columbus, c'est sûr, notre but, c'est de le prolonger. Mais si on n'y arrive pas, il faut l'échanger. Il faut l'échanger pour avoir un beau retour. Et finalement, on parle de l'équipe que tu portes sur la tête et des deux chandails que tu as derrière toi. Les Canadiens, selon Eric Engels de Sportsnet, Sean Monahan sera échangé avant la date limite des transactions, à moins qu'il y ait une blessure majeure. Donc, le plan du Canadien était vraiment de le faire valoir pour avoir un gros retour. Là. Peut-être. Mais moi, je le garderais. Peu importe le podcast, puis avec qui je suis, à chaque fois qu'on parle de Monahan, je veux le garder. Je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai encore les souvenirs de quand le Canadien affrontait Calgary, puis il y avait le duo Monahan-Gaudreau. J'haïssais ça. Aller à Calgary, ce duo-là, tu savais qu'il allait te faire mal. Puis Monahan, il y a eu des blessures, ça n'a pas super bien été à Calgary. Mais quand le Canadien était à Calgary, Darryl Sutter a dit que Monahan, c'est un très bon joueur, il a une attitude de capitaine. Tu sais, des joueurs comme ça, t'en veux. Tu sais, je pense que l'année prochaine, il y a comme 2 gars. Si Monahan part, ça ferait 3, mais c'est beaucoup d'argent qui se libère. Moi, je ne suis pas certain que Drouin revient. Non. Puis s'il revient, ça a l'air très moindre. Tu sais, en ce moment, il est à 5,5. Ce qui est énorme pour Drouin, là, les gens peuvent le dire. Là, je ne suis pas un grand fan de Jonathan Drouin. Tu sais, Drouin, il y a eu des difficultés à Montréal. Puis les fans, ils n'ont pas aidé à mon sens, mais c'est ça. Puis il y a Dadonov qui c'est sûr qu'il s'en va, qui est comme, il est à 5 ou 6 millions, lui. Il est à 5 millions, lui. OK. Puis là, ça ferait Monahan, qui en ce moment, il est à 6,5? Monahan, quelque chose dans les alentours, ouais. Fait que ça serait beaucoup d'argent qui partirait. Ça serait bien pour le Canadien, vu que les Canadiens ont des contrats un peu lourds en ce moment. Mais je le garderais. Moi, là, Monahan à 3,5, je pense que je le garderais. À 3,5 millions, selon moi, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Ouais, non, je le sais. Non, je le sais, mais c'est parce que en ce moment, il fait comme pas son retour, mais comme il revient de blessure, puis là, il est encore blessé. Mais, tu sais, il y a encore des choses. Il a prouvé qu'il peut être le Monahan de qu'est-ce qu'il a déjà été. Oui. Puis je suis pas sûr qu'il est rendu là encore. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on pourrait le garder à rabais. S'il est bien à Montréal, s'il est prêt à accepter un salaire moindre. Mais c'est parce que à reprendre Monahan à 4,5 à 5 millions, je le garderai pas parce que là, on a trop de gars à 5 millions, à 5,5 qui prennent trop de place. C'est ça. Et sans oublier aussi que Cole Caulfield, son contrat finit cette année. Il faut le re-signer. Lui, il va demander cher. Il va demander cher, le bonhomme. Là. Il va demander cher. Il va tellement demander cher. Il va demander cher. Je me rappelle pas c'est qui son agent, mais l'agent à Cole Caulfield, c'est vraiment pas un agent qui laisse de l'argent sur la table. Si je me trompe pas, c'est le même agent que Matt Duchene. Okay. Matt Duchene est quoi, à 9,5? Oui. il est vraiment connu pour comme il laisse aucun argent sur la table. Puis, tu sais, c'est bien pour les joueurs, totalement. C'est bien correct. Il est capable d'évaluer la valeur d'un joueur. Mais
C'est ça. Caulfield, tu ne l'auras pas en bas de 8 millions. Non, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Certain. Et en revenant à Sean Monahan, j'en avais parlé la semaine passée dans le premier coin des rumeurs. Je te lance la question. On va finir le podcast là-dessus. Okay. Sean Monahan contre Brock Besser, oui ou non? Oui. Oui? Oui. Oui. Mais, tu sais, je pense que c'est parce que Brock Besser se blesse souvent. Ça va dépendre. Ben là, il est payé combien? Il est-tu à 5? Il est à 6,5. Il est à 6,75 millions, Brock Besser. OK. Pour 3 ans. Tu sais, je pense Monahan contre Brock Besser, possible, mais genre, va falloir qu'il y ait. Parce qu'on a trop d'alliés, là. On a comme panoplie d'attaquants, là. Fait que ramener Brock Besser, c'est sûr que Brock Besser, il faut que tu le mettes sur ton top 6. Évidemment. C'est sûr et certain. Fait que. Mais oui, si les Canucks veulent, je pense que oui. Brock Besser, je pense qu'il avait peut-être besoin d'un changement d'air. Puis, tu sais, des fois, à Montréal, l'avantage numérique, c'est so-so quand que Cole Caulfield et Nick Suzuki sont pas là. Si tu peux avoir un Brock Besser qui est capable de la mettre dedans bien en masse, je le prendrais, évidemment. Ouais. Donc, tu ferais cet échange-là. Ouais. Mais il y aurait peut-être un allié en plus dans du Canadien pour essayer de faire plus de place. Peut-être que ça va se faire à dette limite ou je pense que ce serait plus ça, mais il va y a besoin d'avoir des joueurs qui bougent parce que c'est ça. Je pense qu'il y en a trop d'attaquants. En plus, je trouve qu'il fitterait dans le noyau de reconstruction. Il a quand même juste 25 ans. Oui. Oui, non, Brock Besser, c'est vraiment un bon joueur de hockey aussi. Ouais. Écrivez en commentaire si, selon vous, vous feriez cet échange-là ou s'il y a d'autres rumeurs qu'on peut parler dans les commentaires, bien évidemment. Andy, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir. N'importe quand. J'espère que tu as beaucoup aimé ça. Ah oui, certain. Parfait, on se refait ça dans le ballon. Salut. De notre côté, on se laisse là-dessus. On se revoit mardi prochain pour le prochain NDS, à moins que le temps des fêtes arrive, bien évidemment. C'est à voir. Il y aura des nouvelles là-dessus. On va voir si NDS va revenir pour le temps des fêtes. Parce qu'on est très occupé. Il faut aller voir la parenté, il faut aller voir les amis, tout ça. Donc, c'est à discuter, c'est à voir si mon horaire n'est pas trop chargé. La notice des sportifs, édition temps des fêtes, va peut-être arriver. On met ça sur la glace. Peut-être. Alors, de notre côté, on se laisse là-dessus. N'oubliez pas, ce jeudi, ici même, Facebook Live à la coupe, le podcast de Yves Lantier. Le dernier avant le temps des fêtes du côté de Yves. On se laisse de notre côté. C'était Loric Salvaille et on se voit prochainement.